est 13h08. Bonjour si vous nous rejoignez. Merci d'être à l'écoute de Ma France. Cette émission qui a soutenu avec Mec.org une grande consultation citoyenne que nous proposons, que nous opposons, que nous confrontons au dernier candidat pour cette séquence, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avec nous, candidat de l'Union Populaire. Les auditeurs vous interrogent jusqu'à 14h s'ils le souhaitent. 0810 055 056. Je dois dire d'entrée de jeu que vous êtes l'un des candidats qui prend le plus au sérieux cet agenda citoyen, avec Emmanuel Macron qui a passé 1 heure à nos côtés, qu'il avait lu aussi dans le menu détail. Ça vous intéresse évidemment quand on parle de démocratie participative, on est au cœur aussi de ce que vous prenez, Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai été frappé de l'ampleur, je l'ai dit il y a un instant, de l'enquête, c'est 1 million de personnes. Je suis très favorablement impressionné par le classement des thèmes à la fin, qui montre qu'il y a une vraie conscience civique dans ce pays. Et après, je dirais, en troisième plan, je me retrouve dans beaucoup des choses qui se trouvent là. Vous savez que nous avons mis au point une petite machine sur notre site qui est un comparateur de programmes. Oui. Je crois que le vôtre est rentré, je ne sais pas si c'est il y a quelques jours ou si ça va se faire, mais on compare à chaque fois. Et je vois, moi, en tournant les pages, bien sûr, et en ayant regardé ça de près, on est extrêmement largement convergents. Et puis surtout, je vous parle franchement, c'est un vrai bonheur de voir que des gens s'intéressent à plein de choses avec tant de subtilité, et que c'est pas le sécurité, immigration à toutes les pages et sans arrêt. Ça, c'est vraiment réconfortant. C'est exact. Et ce qui vous réconforte de surcroît, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en effet, la première des priorités pour les Français, c'est l'exemplarité. C'est retisser le lien de confiance avec les élus. Ça passe par la probité. Oui, mais ça passe. D'abord, il parle d'institutions. Bien sûr, la probité. Mais j'en profite puisque nous sommes là entre gens sérieux. Il faut faire attention à une forme d'anti-parlementarisme qui consisterait... Alors évidemment, c'est plus choquant un abus ou un manquement à la loi de la part d'un élu, mais attention aux généralités, aux généralisations qui sont pas acceptables, et à une méfiance générale contre toute délégation de pouvoir. Alors, cependant, on ne peut pas... Ça veut dire, pardon, que le casier judiciaire vierge, par exemple, ne garantit pas l'efficacité d'un élu. Attendez, moi j'ai mieux à proposer. C'est carrément le référendum révocatoire des élus. Je pense que cette mesure qui existe dans une dizaine, 5 ou 6 États des États-Unis et puis dans 5 ou 10 pays du monde, c'est une bonne mesure. Alors évidemment, il y a des conditions. Si un certain nombre de citoyens se déclarant, signant et donnant leur numéro de carte d'électeur le demandent, un référendum a lieu pour savoir si on demande à l'élu de rentrer chez lui. Mais quelque élu que ce soit, je veux dire du président de la République jusqu'au conseiller municipal. C'est-à-dire qu'il faut donner le moyen au peuple d'être sans cesse acteur politique. Alors, il y a des conditions, bien sûr. C'est pas non plus comme ça en claquant dans les doigts et je te vire machin et je te pousse truc. Non. Mais il faut que cette possibilité existe. Après, la probité, elle doit être politique. Pardon, si j'insiste. Qui osera dire à une radio, écoutez, non, qu'il y a des voyous, c'est pas grave. Non, si, c'est grave. Mais la première, elle est politique, c'est-à-dire respect de son mandat, respect absolu du refus des conflits d'intérêts, des choses de cette nature. Et puis enfin, pour les condamnations, le casier judiciaire vierge, je crois que l'idée est sympathique, mais je crois que ceux qui l'ont proposé n'ont pas bien réfléchi aux conséquences. Ça veut dire qu'il n'y a plus un syndicaliste condamné qui est éligible, il n'y a plus un écolo condamné, et on est condamné à tour de bras. Quant à moi, je suis le premier exemple. J'ai été condamné pour rébellion à l'occasion d'un abus de pouvoir contre moi. Bon, je suis condamné, mais alors ça m'empêcherait d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors ça, n'importe quel pouvoir s'éliminerait des concurrents très facilement. Non, alors évidemment, le casier judiciaire vierge, sur tout ce qui concerne la corruption, ça, là, ça me paraît évident. Quelqu'un qui est corrompu ne peut pas représenter le peuple et prendre des décisions. Jean-Luc Mélenchon, on a commencé par cette première priorité, mais si vous voulez bien, on va aussi mêler à cet agenda citoyen, évidemment, l'actualité. On va parler de l'Ukraine dans quelques secondes. Vous, auquel il reste 16 jours, Jean-Luc Mélenchon, pour faire la différence et pour vous qualifier au premier tour. Vous tenez toujours la 3e place. Au deuxième tour. Au deuxième tour, pardon, absolument. J'y suis déjà, j'ai mis 500 signatures. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ces 16 prochains jours, dans cette dernière séquence, Jean-Luc Mélenchon? Convaincre. J'ai fait un pari au départ, qui n'était pas forcément évident. Ne jamais répondre aux polémiques qui viendraient de la gauche traditionnelle, donc j'ai été couvert d'injures, je n'ai jamais répondu. Oui, vous pensez à Anne Hidalgo et le vote inutile, c'est Mélenchon, oui, mais l'impasse, plein de Mélenchon. choses. Je vais pas faire je me rappelais toutes ces horreurs, mais je me suis dit, si je rentre là-dedans,
on va terminer de folkloriser l'élection, ça va être le bac à sable général. Alors évidemment, moi je suis capable, hein, j'ai la langue qui pique, comptez sur moi pour trouver les bons mots, mais ça ne faisait rien avancer. Donc, première décision. Deuxième décision, on compte qu'on va convaincre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que maintenant c'est un peu loin, j'ai commencé il y a 16 mois, en me disant, on y va lentement, hein, mais sûrement, on avance à notre petit bonhomme de chemin et on convainc. Et on va tout faire reposer sur le fait que les gens vont se dire, quoi que je pense de M. Mélenchon, même si j'en pense beaucoup de bien, ça n'est pas suffisant. Il faut que ce qu'il propose me concerne et m'intéresse. Et je crois que c'est un choix qui a payé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vous disent « Ah ben moi, je vote pour leur programme parce qu'il me convient. Il me reste 16 jours pour attraper les 4 ou 5 points qui me manquent pour arriver au deuxième tour. » C'est jouable. 16 jours qui seront une éternité pour d'autres candidats. Et pour moi aussi. Et pour vous aussi, j'imagine. Alors que vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent du bien, mais il y a des poursuivants directs qui vous diabolisent. Je voudrais que vous écoutiez Marion Maréchal ce matin sur France Inter, interrogée sur un éventuel second tour entre vous, Jean-Luc Mélenchon, et Emmanuel Macron. Alors ça, c'est une bonne question, hein, parce que Mélenchon me terrifie. Emmanuel Macron a un bilan absolument déplorable. Je ne sais pas ce que je ferais, mais c'est vrai que celle-là, ce serait un choix absolument atroce. Comment vous la rassurez, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne veux pas la rassurer, elle a tout à fait raison. Un choix atroce. Elle parle avec ses mots. On va pas lui Moi, je fais pas la guerre des mots. On l'a trop fait pour que. Vous venez de le dire. C'est normal. Elle est d'extrême droite. Donc, elle est à quelques années-lumière du monde dans lequel moi je vis, qui sont de toute autre valeur, humaniste, le refus absolu du racisme et de la haine. Alors maintenant, c'est les musulmans en ce moment. Avant, c'était les juifs. Bon, à intervalles réguliers, l'extrême droite invente cherche un bouc émissaire à tous les malheurs de la société. Donc, on n'a rien à voir. Moi, si on me disait entre M. Macron et Mme Marion Maréchal Le Pen au deuxième tour, moi aussi, je vous dirais, oh là là, c'est affreux. Je veux autre chose pour mon pays. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, les gens sont un peu placés devant ce problème. Parce que la première fois, M. Macron, personne ne savait qui c'était. Alors c'était pas trop difficile, y compris pour moi, de dire pas une voix pour l'extrême droite. Mais les gens étaient malins, ils comprenaient bien que ça voulait dire que l'autre était mieux. Mais aujourd'hui, je vous parle là très sérieusement. Hier, j'ai rencontré les directions syndicales. Je vous garantis qu'au moins une d'entre elles, je ne la citerai pas, a dit que ce serait un problème terrible pour eux que d'avoir un deuxième tour Le Pen-Macron, parce qu'il dit, compte tenu du bilan antisocial de ces 5 années, nous ne pourrons pas appeler à voter pour M. Macron. Donc je leur ai dit, écoutez, abrégez vos souffrances, votez pour moi. Parce que là, ça sera plus simple pour vous. Et vous les croyez ? Vous croyez qu'ils tiendront cette ligne et qu'ils n'appelleront pas à voter en responsabilité ? Je pense qu'ils vont être devant une difficulté terrible et qu'ils ne seront pas les seuls, parce que quand vous êtes un syndicat salarié, si vous voulez, le bilan Macron, c'est le renversement du Code du travail au début, c'est la tentative de retraite qu'il a fait à point. Là, il propose la retraite à 65 ans. Si vous voulez, d'un point de vue d'un syndicat ouvrier, ça fait quand même cher payé d'aller soutenir quelqu'un qui a fait tout ça. Donc oui, ça sera très difficile. Alors, vous, Jean-Luc Mélenchon, sur l'opportunité d'une réélection d'Emmanuel Macron, vous dites cette chose, ce sera le retour des blocages. Nous avons Francis, là sur Twitter à l'instant, qui nous demande si c'est une option que vous envisagez, la grève, ou si Macron est réélu, c'est une grève que vous demandez, Jean-Luc Mélenchon. Et là, je dois vous répondre. S'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, je croyais qu'on allait entendre une voix. Il nous écrit sur Twitter. D'abord, je commence par dire que c'est pas mon scénario qu'il soit réélu. Et je demande qu'on prenne ça au sérieux. Moi, je suis en pleine bataille. J'ai fait la preuve qu'il était possible, qu'on pouvait rendre possible l'accès au deuxième tour. Honnêtement, madame, il y a un an, personne n'aurait dit une chose pareille. Bon, et pareil, je dis, il est possible de le battre au deuxième tour, parce que personne n'a idée de ce que ça peut donner. Pour l'instant, au deuxième tour, les sondages lui sont plus favorables qu'à moi, c'est certain. Mais on a déjà eu des démonstrations du contraire. Alors après, une fois élu, disons les choses comme elles sont, s'il était élu, il fera la retraite à 65 ans. Et donc, il y aura des mobilisations populaires, parce que, quel que soit le résultat d'une élection, la démocratie sociale continue. Mais moi, j'ai pas vocation à appeler à faire la grève. Je ne suis pas chef syndicaliste. Très bien, mais moi, ce que feront mes amis, c'est qu'ils se battront. Mais je pense qu'on peut s'économiser tout ça en me faisant accéder au pouvoir. Et puis, je vais dire, vous savez, les peuples ont besoin de respiration politique. Des fois, ça fait du bien que la gauche se fasse sortir
parce qu'elle est obligée d'aller réfléchir à ce qu'elle n'a pas su faire, à ce qu'elle a fait de travers, ou à la parole qu'elle a trahie. Et là, je pense que c'est le tour de faire partir les libéraux, parce que ça fait 30 ans que la politique libérale s'applique, qu'elle ne donne pas du tout les résultats qui étaient escomptés, le chômage a toujours continué, et la maltraitance sociale s'est amplifiée. Donc, disons en quelque sorte, ça a été le tour des riches, maintenant ça doit être le tour du peuple. Voilà comment je représente la grande respiration démocratique d'un peuple. Jean-Luc Mélenchon est avec nous sur votre France Bleu jusqu'à 14h face à vos priorités. L'agenda citoyen sur France Bleu, Wendy Bouchard. 1 million de Français qui ont participé, 7 millions de votes, 34 000 propositions. Nous allons parler de santé dans quelques instants, mais vous qui êtes le candidat d'un autre monde possible, oui. Jean-Luc Mélenchon, il faut parler de ce monde où la guerre en Ukraine entraîne le déplacement d'un enfant sur deux. 4 300 000 de petits Ukrainiens ont dû quitter leur pays. C'est l'un des déplacements d'enfants les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cela vous empêche de dormir, Jean-Luc Mélenchon ? C'est une situation extraordinairement angoissante, parce que là, vous en montrez un aspect. Il y en a de nombreux autres. Là, tout le monde est en train de réaliser en Europe que la guerre n'est pas en jeu. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je me suis toujours cramponné à l'idée qu'on ne passe pas les frontières. Les Russes l'ont fait, ils portent la totale responsabilité de la situation, et il faut dire que nous sommes continuellement au bord d'une guerre totale. Pourquoi ? Parce que, comme les choses se passent moins simplement que ne l'avait imaginé Vladimir Poutine, le temps commence à jouer contre lui, et donc, compte tenu de la manière avec laquelle il réagit, nous pourrions craindre le pire. Et il nous a mis au défi. Il faut qu'on va être tous obligés de réfléchir beaucoup à ce qui vient de se passer. Parce qu'il a appliqué une stratégie qu'on appelle la stratégie du fou au fort. Il a violé un interdit absolu pour une grande puissance, passé la frontière d'un voisin, en étant une puissance nucléaire. Et en gros, il nous a dit, allez, qu'est-ce que vous faites ? Comme personne ne veut une guerre nucléaire, et heureusement, avec responsabilité, du coup, il nous prend un revers, il fait ce qu'il veut. Et on est obligé, on s'aperçoit qu'aucune stratégie n'avait été pensée en dehors d'essayer de lui faire peur. Et là, on est en train de mettre au point progressivement quelque chose qui, à mon avis, est efficace, qui est de le déstabiliser en déstabilisant les oligarques, c'est-à-dire les très grands riches qui l'entourent et dont il est l'homme de main, en quelque sorte. Oui. Ça, je pense que ça sera efficace, surtout si les Russes, le peuple russe s'y met. Et il y a des manifestations, il faut le dire, contre la guerre. Ils sont extraordinairement courageux. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait un mois et on assiste à un désastre humain, pour ne pas dire humanitaire. Stéphane est avec nous au standard 0810 056. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous rejoindre, vous qui avez 48 ans et qui êtes touché de plein fouet par cette actualité dramatique, car vous êtes, je crois, marié à une Ukrainienne, Stéphane. Ouf. Tout à fait. Sa famille, la famille de votre épouse, a-t-elle quitté le pays, a-t-elle quitté l'Ukraine ces derniers jours ? Alors on a la belle-sœur, effectivement, qui avec son fils de 12 ans est arrivée en France il y a quelques jours. Oui. Vous avez besoin, j'imagine aussi, de comprendre la stratégie d'un certain nombre de politiques. Alors Emmanuel Macron en place, mais peut-être aussi la posture de Jean-Luc Mélenchon. On vous écoute pour cet échange avec notre invité Stéphane. Bonjour Monsieur Mélenchon, tout d'abord. Bonjour Monsieur. Alors, je voulais vous interpeller un petit peu sur la situation en Ukraine et vous dire que j'avais été un petit peu contrarié par certains propos que vous avez tenus dans les médias. Ces derniers mois, ces dernières années, en fait, en préférant pointer du doigt l'OTAN plutôt que la Russie, et ce dès l'invasion de la Crimée en 2014. J'en profite également rapidement pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux comptes insoumis qui reprennent un peu cet argumentaire et qui reprennent aussi la propagande de Poutine, notamment sur la dénazification de l'Ukraine. Alors là, c'est pas vous directement. Donc, en fait, la question que je voulais vous poser, Monsieur Mélenchon, c'est vrai que vous avez fait évoluer votre discours récemment et tout le monde l'a fait, pour être honnête, suite au démarrage de la guerre. Oui. Pouvez-vous clarifier quand même un peu ce point de vue et tenir un propos sans aucune ambiguïté pour permettre à des personnes comme moi qui sont un peu indécises par rapport au vote à venir, sur la possibilité de voter pour vous éventuellement. Donc j'attends d'être convaincu par rapport à tout ça. Merci Stéphane. Je fais l'objet, si vous voulez, d'une sorte de harcèlement qui ne s'adresse qu'à moi en quelque sorte. Voyez-vous, moi je n'ai jamais été partisan de Poutine. Je suis allé en Russie rencontrer des opposants à Poutine. Mais c'est à moi qu'on parle d'ambiguïté. Mais moi je n'ai pas reçu Poutine à Versailles comme le président Macron. Je ne l'ai pas reçu dans la résidence d'été des présidents de la République comme il l'a fait. Je ne l'ai pas reçu à l'hôtel de ville de Paris comme l'a fait Madame Hidalgo. Mais vous l'auriez fait comme président. Je n'ai pas été demandé son appui pour avoir Paris dans le comité olympique. Non mais pardon, je pense que chacun son tour, nous avons le droit de dire certaines formes qui nous indignent d'accusation. Ma position politique, si nous devons analyser les causes pour lesquelles, à la fin,
Poutine a pensé qu'il disposait d'une faille qui lui permettait de faire valoir la violence. C'est naturellement le bras de fer qu'il y a entre les États-Unis et la Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Mais c'est loin derrière nous. Et moi, ma position a, écoutez-moi bien, toujours, toute ma vie, j'ai 70 ans, toute ma vie a été d'être un non-aligné. Quand je combattais les Américains parce qu'ils bombardaient le Vietnam avec toutes les horreurs que vous savez, quand les Russes sont entrés en Tchécoslovaquie, j'ai combattu l'entrée en Tchécoslovaquie des Russes, et ainsi de suite. Si bien que le non-alignement signifie que ça ne veut pas dire pour autant la neutralité. Et j'ai dit dès le début, je vous adjure de vous y référer, dès le début, c'est-à-dire en janvier, une invasion ne serait pas acceptable. Et j'ai dit ensuite, sur 3 médias quand même de très grande importance, premièrement, les États-Unis ne font pas entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Deuxièmement, les Russes ne passent pas la frontière. Les Russes ont passé la frontière le 25 février 2022 à 5h30 du matin. À 7h, mon communiqué dit « La Russie envahit l'Ukraine, elle porte la totale responsabilité de la guerre qui commence et une situation horrible commence pour nous. » Pour l'instant, j'appelle à ce que chacun réfléchisse au concept de non-alignement pour les années qui viennent. Et surtout l'ampleur de la catastrophe, pas seulement humanitaire. Nous avons été pris tous à revers. Nous autres Français, dont la doctrine a toujours été que l'Europe n'était pas un champ de bataille, nous sommes pris à revers parce que nous n'avons qu'une riposte possible, la riposte nucléaire. Par conséquent, tous nos systèmes de défense par rapport à des conflits de cette nature doivent être repensés. Mais ça sera le moment peut-être bientôt, et notamment à propos de la prochaine élection. C'est la raison pour laquelle je termine sur un mot. Je vous demande d'y réfléchir, tous, autant que vous êtes qui m'écoutez. Je vous explique que la dissuasion nucléaire, qui jusqu'à présent nous a bien protégés, peut-on penser, aujourd'hui elle est détectable depuis l'espace. C'est la raison pour laquelle le système de défense français doit principalement se reporter dans l'espace, où il lui sera possible de faire des frappes qui soient moins dévastatrices que ne le serait une guerre nucléaire. Voilà, moi ça fait partie de mes propositions, je ne peux pas les développer, c'est pas l'objet de notre entretien en ce moment. Mais pour répondre et peut-être rassurer Stéphane qui était avec nous à l'instant, en soutenant qu'il ne faut pas livrer d'armes aux Ukrainiens pour ne pas alimenter l'escalade, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on laisse au fond l'Ukraine se faire écraser? C'est ça le dilemme de la position actuelle. Écoutez, c'est le dilemme de tous ceux qui dirigent en ce moment. Oui. D'accord? Les Français livrent des armes, dites défensives. Le président de la République, nous sommes tous Français dans cette affaire, hein, tous. Et donc on doit réfléchir à notre intérêt commun. Le président de la République dit toutes les précautions que nous devons prendre, c'est pour ne pas être co-belligérants. Oui. Ce qui est exactement ma formule du début de l'affaire. Nous ne devons donc rien dire ni rien faire qui aggrave la situation de nos propres dirigeants dans les discussions qu'ils ont avec les Russes aujourd'hui pour essayer d'obtenir le cessez-le-feu. Vous voyez bien que si nous sommes une masse de Français à exercer une pression, mais je comprends qu'on veuille armer, d'ailleurs je répète qu'on le fait. Oui, on veut surtout ne pas sacrifier un peuple, autant que nous sommes tous Français aujourd'hui devant cette situation. Mais nous le sacrifierions absolument le doigt sur le bouton si nous disions que nous intervenons militairement. Je demande qu'on y réfléchisse. Non mais attendez, il y a des choses qui sont très sympathiques vues de loin, des idées faciles à manier. Mais une guerre, c'est une tuerie. Si la France rentre dans la tuerie, on augmentera la tuerie, c'est tout ce qu'on aura. Par contre, j'ai une proposition à faire. Et je suis étonné que j'arrive pas à la faire entendre. Pourtant, quand j'en fais, j'y réfléchis avant. Il y a 17 réacteurs nucléaires en Ukraine. Je propose qu'il y ait des casques bleus qui se déploient devant les réacteurs nucléaires. Et je propose que ce soit les Français qui fassent les casques bleus devant les centrales nucléaires. Est-ce qu'il faut l'accord des Russes pour envoyer les casques bleus ? Il faudra l'accord. Comme toujours, quand c'est une décision qui est prise par l'ONU, elle s'impose si on est décidé à l'imposer. Mais évidemment que peut-être que les Russes l'accepteront. Parce qu'ils n'ont pas plus intérêt que nous à ce qu'il y ait un deuxième Tchernobyl en Ukraine. Vraiment, il faut que tout le monde y réfléchisse bien. Une guerre, c'est quelque chose qui fait perdre la raison aux protagonistes. Oui. Il se pourrait que d'une provocation ou d'un autre, même quelque chose qui ne serait pas voulu ni par les Ukrainiens, cela va de soi, ni même par les Russes, ça tourne mal autour d'un réacteur nucléaire. Compte tenu du sens dans lequel la Terre tourne et le vent passe, c'est pour nous, Français. Oui. Jean-Luc Mélenchon, merci en réponse à Stéphane. Merci Stéphane de votre appel au standard de France Bleu. Beaucoup de craintes évidemment, et vous les connaissez, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de la dépendance de certains secteurs aux hydrocarbures, aux céréales russes et ukrainiens. Écoutez Arthur. Arthur a 25 ans, il est étudiant en agroécologie. Auditeur de France Bleu, il vous interroge dans Ma France. Mon père est agriculteur et je sais que c'est un milieu qui est très délaissé.
Par exemple, là, le prix de l'essence, il parle d'augmentation, on est à 2,30 €, je crois, maintenant, il y a une diminution de 15 centimes. Mais malgré cette diminution de 15 centimes, mon père, il tient une ferme, ils sont 4, c'est 30 000 € de surcoût si ça continue comme ça à l'année. Donc 30 000 € de surcoût, c'est son salaire en fait à l'année. Donc là, il n'y aura aucune compensation pour l'instant d'annoncer. On a la détresse des agriculteurs, c'est un fait. Qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi vos mesures, vos propositions aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez raison de rappeler qu'il y a plus de 400 000 paysans dans ce pays. Donc, disons que c'est une réussite assez moyenne du modèle agricole. Nous sommes totalement dépendants, nous importons 80% de ce qu'on mange. Il faut rectifier tout ça, mais c'est pas votre question, elle est dans l'urgence. Dans l'urgence, voici ma réponse. Elle tient sur 2 points. Premièrement, je propose le blocage des prix et de ramener le prix de l'essence au prix où il était au moment où j'en ai fait pour la première fois la proposition, 1,40 le litre. Je fais la deuxième proposition suivante. Je ne comprends pas pourquoi, alors que l'Europe a été capable d'établir une bêtise, le prix de gros de l'électricité, qui oblige tous les pays à s'aligner au minimum sur ce prix de gros, qui lui-même est calculé sur la base de l'usine la moins performante pour produire de l'électricité. Qu'est-ce qui empêche que l'Union européenne décide qu'il y a un blocage des prix sur les carburants dont elle fixerait le prix ? Aucun marché au monde ne peut dire non au marché européen de 450 millions d'habitants. Si la décision en était prise, ce serait immédiatement que les prix des carburants s'effondreraient parce que le prix tel qu'il est aujourd'hui est le résultat d'une spéculation. C'est pas parce qu'il y a moins de pétrole qui vient de Russie que les prix ont augmenté. C'est parce que le niveau de la production a été maintenu de pure volonté en dessous du niveau des besoins. Et dès lors, les producteurs seraient obligés d'augmenter certainement leur production ou de rabaisser les profits mais gigantesques qu'ils sont en train de faire en ce moment par effet spéculatif. Je termine en vous disant que je vis assez mal. Que la réplique, les Américains, qui ont quand même souvent l'esprit très près de leur portefeuille... Qui nous fournissent l'alternative à bien sûr, au gaz russe. Comme quelle surprise. Tous ceux qui connaissent la politique internationale savent que depuis 20 ans, on ne fait que ça. Se battre pour des gazoducs et des pipelines. Bien. Alors, ils ont réussi, ça y est, ça a réussi. Ils vont augmenter de 70% leur livraison de gaz en Europe. Et là, tout d'un coup, silence, radio, plus personne n'a rien à dire. C'est du gaz de schiste, c'est-à-dire le pire gaz écologique qu'il puisse y avoir au monde. Alors vous voyez, la guerre n'est pas une mauvaise affaire pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec le pouvoir d'achat au cœur de l'actualité et de notre agenda citoyen que nous vous soumettons jusqu'à 14h, Jean-Luc Mélenchon. L'agenda citoyen sur France Bleu, Wendy Bouchard. Avec notre invité jusqu'à 14h, le candidat de l'Union populaire, candidat à 16 jours de l'élection présidentielle pour la qualification au second tour. Jean-Luc Mélenchon est avec nous, comme Emmanuel Macron mardi, comme Éric Zemmour hier. Vous répondez point par point à cet agenda citoyen issu de notre consultation XXL Ma France 2022 avec mec.org et le pouvoir d'achat au cœur de notre agenda. La plupart des participants veulent que les salaires, les retraites soient indexés sur l'inflation ou sur le coût de la vie. Et nous avons Jean qui est en direct avec nous pour vous questionner, Jean-Luc Mélenchon. À l'écoute de France Bleu, vous qui nous appelez de Saint-Privat en Ardèche. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour monsieur. Bon, comment allez-vous d'abord? Santé. Bien. Il a l'air assez en forme, Jean-Luc Mélenchon. Le désespoir de mes concurrents, si j'ose dire, mais je vais bien. Ça prouve que, il faut dire que j'ai dû tirer le bon numéro du code génétique et que, j'ai pas fait un métier qui physiquement m'a épuisé. Les nerfs, oui, mais pas le corps. Non, mais on sent des candidats moins en forme que Jean-Luc Mélenchon. Je ne me trompe pas, vous avez 71 ans, on est d'accord. Non, 70 seulement, attendez, c'est cet été, 71. Ouais, vous ne les avez pas encore, d'accord. Ouais. Non, en fait, ma question, c'est simple, c'est très court. Vous voulez ramener la retraite à 60 ans, oui. On est d'accord? Comment vous allez faire pour ça? Moi, je l'ai pris à 62 ans, il y en a qui vont la prendre à 64, 65, ça va être compliqué, non? Non, sinon je le proposerais pas si c'était infaisable. Moi, je pars de l'idée, d'abord, si vous voulez, vous avez un peu de bouteille aussi, donc comme moi... Vous... 54, moi. Oui, vous avez appris... Ouais, bien sûr, non, mais c'est pas toujours un handicap, hein. Ça permet au moins d'avoir de l'expérience, de voir des choses, d'être capable de comparer, y compris par rapport à ses propres idées. Moi, j'ai fait partie de ceux qui sont battus pour la retraite à 60 ans en 1981. Bon, on l'a obtenu. Le résultat, il s'est fait
voire quasiment tout de suite. L'espérance de vie s'est allongée, l'espérance de vie en bonne santé aussi. Donc, en gros, il faut d'abord commencer dans sa tête par faire le bilan du bonheur et du malheur. C'est-à-dire, on pourrait aussi se demander combien ça coûte de ne pas le faire, et combien ça coûte d'amener à 65 ans. Déjà, il y a un coût financier. Il a été établi par les organismes officiels. La dernière fois, le passage de 60 à 62 ans, ça a coûté 1,5 milliard par an. Au compte du chômage et au compte de la médecine pour les maladies qu'on a en plus. Le passage à 65 ans, ça a été établi par, je crois que c'est la Cour des comptes ou le corps, je ne voudrais pas me tromper, il y en a pour 4,5 milliards que ça coûtera pour les mêmes raisons. Donc, vous voyez, il faut à chaque fois faire une balance. Bien sûr, l'ensemble de ce que moi je propose, je ne veux pas rabaisser ça seulement à la question de la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Il y a la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Je veux Avec plus une seule 42 ans, recette. 42 ans, Jean-Luc. Pardon ? Il n'y a pas 42 ans de l'annuité? Non, aujourd'hui c'est 43, mais ça sera 40 ans. D'accord. Ça sera 40 ans. Et 60 ans de... Alors, pour celui qui a une carrière complète, déjà, première réforme, il part à 60 ans, s'il veut, personne n'est obligé de partir. Mais en plus, pas une seule retraite ne doit être en dessous du SMIC. Pourquoi ? Parce que la retraite, c'est pas un cadeau qui est fait aux gens, c'est leur cotisation, c'est une part de leur propre salaire. Donc minimum retraite à taux plein, pas en dessous du SMIC. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas une carrière complète, pas un seul en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire minimum 1 000 €. Et comment vous faites sur l'emploi des seniors ? Mécaniquement, est-ce qu'une retraite à 60 ans ne disqualifie pas ceux qui voudraient retourner dans l'emploi à partir de 50 ans, Jean-Luc Mélenchon ? À contrario d'une retraite à 65 ans. C'est un peu tiré par les cheveux, un argument pareil. Parce que, alors s'il faut qu'on augmente la possibilité d'emploi en étendant l'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a qu'à travailler jusqu'à mourir. Ce qui a été le cas de mon arrière-grand-père qui est mort au travail à 76 ans. Emmanuel Macron dit retraite à 65 ans, ça favorise mécaniquement le retour à l'emploi des seniors. Écoutez, alors j'ai une autre idée. On pourrait rétablir le travail des enfants parce que ça améliorera immédiatement le niveau d'employabilité des enfants. Je ne vais pas vous emmener jusque-là, mais vous... Non, mais je veux dire, j'ai compris ce que vous voulez me dire, mais c'est un raisonnement qui est absurde qu'il tient. Le problème, c'est pas l'employabilité. Le problème, c'est est-ce qu'on a besoin de travail ? Oui. Et mon plan prévoit qu'au total, il y aura plus d'1 million de postes de travail de créer, parce qu'on en a besoin. Et ensuite, je voudrais aussi qu'on comprenne ce qu'on dit sur les retraités. Un retraité, c'est pas quelqu'un qui arrête de travailler, c'est quelqu'un qui fait plus de travail salarié, c'est pas pareil. Il fait des tas d'autres choses qui améliorent la vie de la société, des tas d'autres choses. Donc, vous comprenez, il y a une manière étroite et bornée de compter ce que font les gens dans la société. Attendez, pour la somme, peut-être, parce que je pense qu'il se préoccupait de savoir comment on paye un truc pareil. Absolument. Oui, je pense, Jean. Bon. C'était votre question. Comment... Je vous invite en Ardèche. Ah oui. Bon, ça, vous n'avez pas tout perdu. Au contraire. L'Ardèche, j'ai quelques bons amis. Bon, voilà. En tout cas, prochain. je vous rassure. Vous pouvez, si vous avez des doutes, aller voir sur mon site. Tout ça est chiffré. Nous avons fait 4 heures d'émission de télé spéciale à nous pour parler de ce système. Au total, je résume avec 2 chiffres. Nous sortons 250 milliards d'euros, pas pour la retraite, sur tout ce que j'ai prévu. Et de l'autre côté, ça produit mécaniquement, en retour, de la cotisation, de l'impôt sur le revenu, des taxes qui sont payées. Ça fait rentrer 267 milliards. Donc à la fin du cycle, nous gagnons 17 milliards. Si on arrive à bien piloter l'affaire, et bon, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Merci Jean-Luc Mélenchon et merci à Jean. Vous savez que nous serons en Ardèche vendredi prochain, cher Jean. Nous serons dans la maison... Bonne journée, au revoir, merci. Ça vous intéresse pas que je vienne vous voir en Ardèche, Jean ? Vous voulez voir que Jean-Luc Mélenchon ? Bon, en Ardèche, vendredi prochain, dans la maison de Jean Ferrat, à Entraigues, chers amis, 13h38, au cœur de notre agenda citoyen et de l'actualité, car nous sommes en plein week-end de mobilisation autour du SIDAction. Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet important dont nous voulions parler en votre compagnie et en compagnie de Florence Thune, directrice générale du SIDAction. Bonjour Florence Thune. Bonjour. Une mobilisation qui a été empêchée ces dernières années, il faut le dire, par le Covid, et vous retrouvez l'énergie pour appeler aux comportements les plus responsables, sachant qu'il y a un réel enjeu de sensibilisation et surtout de dépistage, Florence. Oui, tout à fait. La crise sanitaire a beaucoup pesé sur l'épidémie de VIH, puisqu'on a eu une baisse des dépistages en 2020. On a eu 650 000 tests de dépistage en moins en France par rapport à ce qui était attendu. Or, on sait que l'enjeu du dépistage est extrêmement important pour contrôler le VIH, puisqu'on sait aujourd'hui que quand on est dépisté et qu'on se sait séropositif, on peut avoir accès à un traitement qui nous permet de rester en vie et en plus de ne pas contaminer de personnes pendant une relation sexuelle, par exemple. Puisque
le traitement a un effet préventif. A contrario, plus on découvre sa séropositivité tardivement, moins on peut entamer ces traitements précoces qui sont aujourd'hui, heureusement, très performants. Il y a des milliers de porteurs en France qui ne le savent pas aujourd'hui. On les estime à combien, Florence Thune ? On les estime à environ 24 000. Effectivement, ce sont des personnes qui mettent en danger leur santé, qui parfois ne se sentent pas concernées par le VIH ou n'ont pas accès aussi à un dépistage. Et de fait, on en voit les résultats, puisque parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, on a environ 30% de personnes qui arrivent déjà en stade sida. Ouais, c'est Donc, terrible. arriver aujourd'hui en stade sida, c'est terrible, oui. Oui, et sachant que près de 5 000 personnes, 5 000 Français ont découvert leur séropositivité en 2020, 14% étaient des jeunes de moins de 25 ans. Il n'est jamais trop tard pour se faire dépister. Florence Thune, si on a un doute, un rapport non ou mal protégé, ça passe par une prise de sang, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une prise de sang. On peut avoir un autotest en pharmacie. On peut aller dans n'importe quel laboratoire en France sans ordonnance. Et je voudrais juste faire une précision, c'est qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité, on a 22% de personnes de plus de 50 ans. Donc on parle beaucoup des jeunes, mais vrai. Aussi, après 50 ans, on oublie aussi que le VIH est toujours là. Et c'est vraiment important de faire passer le message à toutes les générations. Jean-Luc Mélenchon, quand on parle de santé, car c'est un élément essentiel de notre agenda citoyen, le dépistage, la prévention sont deux piliers fondamentaux. C'est clair que dans ma conception de la santé publique, la prévention joue un rôle qui est ici parfaitement illustré. Le moyen de combattre cette épidémie, c'est d'abord le dépistage. 90% de gens étant dépistés signifierait qu'on pourrait 90% les traiter et qu'on éradiquerait à 90% la circulation du virus. Ça laisserait toujours 10%, mais disons que c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas baisser la garde, ni dire maintenant, comme j'ai entendu tout à l'heure, dire oui, comme on peut soigner, c'est plus vraiment une maladie. Si, c'est une maladie. Mais je voudrais vous dire que dans mon programme, l'aspect prévention et surtout l'aspect regarder en face ce qui ne nous fait pas forcément plaisir. Pendant l'épidémie de la Covid, on n'est pas mort de la Covid beaucoup. On est mort de facteurs de comorbidité. Et quels étaient-ils essentiellement ? Le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Ce sont 3 fléaux qui accablent notre pays. Et je vous en annonce 2 autres. Vous ne savez pas que le glyphosate est présent dans 90% des urines des Français. Et dorénavant, 80% des Français ont dans leur sang des microparticules de plastique. Dès lors, c'est en tout que la politique de la santé, où la prévention doit jouer un grand rôle, mais également la lutte contre la malbouffe et, d'une manière générale, la bataille écologique. Il n'y a pas de différence entre la bataille écologique et la bataille sanitaire. C'est la même. Et je termine juste là-dessus. Rappelez-vous que le VIH, comme la Covid-19, sont tous les deux des maladies qui ont été transmises des animaux sauvages aux animaux domestiques et de ceux-ci aux êtres humains. Par l'éradication de leurs habitats. Du fait de la destruction de leurs habitats. Donc on voit que la bataille écologique, c'est la bataille sanitaire. Oui, et c'est une santé, ce concept d'une santé qui progresse aussi dans les consciences. Florence Thune, encore quelques mots avec vous qui dirigez le SIDAction. Nous parlions de la situation en Ukraine avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants. L'Ukraine, c'est 260 000 personnes qui vivent avec le VIH. La guerre, c'est terrible à plusieurs points, mais risque aussi de faire progresser la maladie dans le pays. Florence Thune. Oui, on voit aujourd'hui à quel point les centres de santé et les hôpitaux sont dévastés. L'Ukraine avait fait vraiment beaucoup d'efforts sur la lutte contre le sida ces dernières années et on est vraiment extrêmement inquiet. On ne sait pas combien de temps on aura encore des stocks de traitements antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH. Et forcément, au niveau mondial, on était déjà très inquiet sur les indicateurs et sur l'épidémie de sida. Et des conflits en Ukraine et ailleurs mettent évidemment en danger les avancées. Merci beaucoup Florence Thune. Nous serons mobilisés sur toutes nos antennes de Radio France avec ce beau slogan cette année. Le VIH ne fait pas disparaître l'amour, mais par amour, faisons disparaître le VIH. C'est toujours le 110 si vous voulez donner pour accompagner les malades et faire progresser la recherche, ou par internet sidaction.org. L'agenda citoyen sur France Bleu, Wendy Bouchard. Agenda dans lequel la santé, Jean-Luc Mélenchon arrive, nous en parlions en 2e position lorsqu'on fait la synthèse de la proposition du million de Français qui y a participé. Et quand il parle santé, les Français, c'est d'abord un profond sentiment d'injustice qui ressort. Écoutez, Léa, Jean-Luc Mélenchon, elle a 38 ans, elle est infirmière à Grenoble. Quelle serait sa politique pour faire en sorte que les Français aient tous accès à la santé ? Voilà, ce qui a été mis en avant par la crise Covid, mais qu'on savait déjà avant. Mais personne n'a rien fait et on savait très bien que la population, elle vieillissait
et que on allait manquer de médecins à un moment donné. Donc maintenant, voilà, on y est. Qu'est-ce qu'ils proposent pour l'avenir ? Jean-Luc Mélenchon. Alors, d'abord, pardon, il faut aussi que je le dise, le crash sanitaire, je l'ai annoncé dans ma campagne de 2017. Et évidemment, comme d'habitude, on a dit que j'étais excessif. Pourtant, nous avons eu un crash sanitaire dont nous n'avons été protégés que, je veux dire, ce qui a empêché le système de s'effondrer, c'est que les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier se sont mis en 4, en 10, en 12. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et alors, la première des choses que je propose de faire, c'est d'arrêter de fermer des lits. Il s'en est fermé 17 000 depuis le début du quinquennat et 5 700 en pleine crise. En pleine crise, ils ont continué à fermer des lits. Deuxièmement, la gestion de l'hôpital sur le mode sur lequel elle se fait aujourd'hui ne me convient pas et donc il y sera mis fin. C'est ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire on paye à l'acte. La tarification à l'acte. Et puis il y a une autre horreur qui s'appelle la durée moyenne de séjour. Alors par exemple, vous, je parle de dire n'importe quoi, une grippe, vous êtes on va pas à l'hôpital pour une grippe, mais mettons une quelconque maladie, il y a un nombre de jours. Et puis au-delà de ce nombre de jours, dehors au suivant. Bon, ça, les médecins disent eux-mêmes, ça c'est pas possible, chaque personne est différente. Alors, cette vision de l'hôpital comme une entreprise, il faut en finir. Après, on a le problème des déserts médicaux. Alors là, pardon, mais je suis obligé de dire, des fois, il faut écouter ce que racontent les syndicats, et notamment les syndicats de jeunes. Les syndicats UNEF, depuis les années 70, disent que le numerus clausus, qui était un truc qui était destiné à limiter le nombre de médecins pour qu'ils aient un marché suffisant. Donc, des milliers de jeunes gens qui auraient pu devenir médecins ne l'ont pas été. Donc, il faut réamorcer la pompe à embauche. Mais donc, en attendant, ça, ouais. Ah bah oui, ça prend 10 ans. Donc, en attendant, on est obligé d'avoir un système d'organisation d'urgence. D'abord, observons que le médecin héroïque des années 60, on est passé à autre chose. C'est fini. Ben non, les gens, ils veulent avoir une vie normale. Ils n'ont pas envie d'être convoqués la nuit, le jour, dans tous les villages alentours. Donc, il faut assurer une permanence. Mais c'est la situation, il faut pas se la cacher. 13 départements où il n'y a pas de gynécologue. Vous avez un médecin scolaire pour 30 000 lycéens. C'est la cata. Donc, il va falloir monter en puissance en utilisant tous les moyens pour la période intermédiaire qui sont à notre portée. Déjà, essayer de faire revenir dans l'activité de santé les 180 000 personnes qui en sont parties. Bon, déjà, il faudra peut-être aussi se calmer sur ceux qu'on a mis dehors pendant la période du Covid parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Bref, faire revenir du monde. L'amélioration des Ensuite, conditions de travail. organiser avec les médecins, là où ils sont aujourd'hui, des tours de permanence dans les centres et les maisons de santé, un petit peu partout. Pour que, alors ils en font, hein, il y a des endroits où ils le font d'une manière, par exemple dans les Alpes de Haute-Provence où j'étais il n'y a pas longtemps, il y a ça, ils le font très bien, ça marche. Donc c'est possible. Donc sous votre quinquennat, il y a plus de pôles de santé pluridisciplinaires. Il faut en mettre partout, c'est insupportable de dire. Vous vous rendez compte quand quelqu'un dit alors pour mettre un enfant au monde, il faut 1 heure de bagnole. Très bien. C'est insupportable. Et en dehors des médecins, l'élargissement des compétences, le transfert des compétences aux infirmières, aux pharmaciens. Alors vous êtes ça aussi se manie. Écoutez, je vais vous dire les choses. Il faut arrêter de demander à un candidat à la présidentielle de tout savoir. Bien Attendez, sûr, je vais vous dire pourquoi. Non, mais vous j'ai êtes en compris. contact avec les syndicats. Je comprends que vous me posiez la question. Mais je demande aux gens de faire aussi confiance. Quand on demande à des spécialistes, ils savent nous répondre. Je leur dirai pas, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dirai, je veux qu'il y ait des to-be partout, et comment on s'y prend. Alors ils vont nous dire, par exemple, nous pourrions faire en sorte que les jeunes gens qui font des études de médecine, d'abord y accèdent plus facilement, qu'on augmente le nombre de places, parce que sinon c'est hypocrite, on dit, il n'y a plus de numerus clausus, mais il n'y a pas une place de plus. Ça c'est fait, oui. Bon, alors le numerus clausus, ça vient d'être supprimé, ça a mis du temps, et je sais le nombre de fois où on s'est fait battre dans nos amendements sur le sujet. Peu importe, maintenant c'est fait. Il faut donc augmenter le nombre de places. Et il faut que, à mesure du parcours, mais notamment avant la 6e année, puis à partir de la 6e année, ils soient plus directement engagés dans la pratique. Alors évidemment, ça peut pas être la même que celle d'un to-be qui est to-be. Oui. Hein, mais c'est une pratique qui peut être extrêmement positive dans pour la faire pratique, un premier tri, si vous voulez. Oui. Et dans les territoires. Pardon ? Dans la pratique et dans les territoires. Oui, parce que du coup, il y aura plus de monde partout. Aujourd'hui, on engueule les gens pour un oui, pour un non. Ils vont tous aux urgences. Mais où voulez-vous qu'ils aillent ? Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de médecin, on peut accéder à personne. Donc tout le monde court à l'urgence. Et là-dessus, le gouvernement a inventé un truc absolument inacceptable à mes yeux. Vous arrivez à l'urgence. Comment vous savez, vous, madame, si ce que vous avez... Si mon est urgence grave est ou très pas urgente. Eh bien, vous n'en savez rien. Pour vous, c'est urgent. Oui. Mais si là, à l'hôpital, on vous dit, mais non, faut pas vous inquiéter, tenez, prenez telle capsule, tel cachet, et rentrez chez vous. Ah, vous rentrez chez vous, vous restez pas à l'hosto, 18 €.
Voilà ce qui a été inventé. Je trouve ça mais lamentable. Pour des urgences qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Voilà, donc les pénaliser en leur disant réfléchissez. Vous savez tout ce que ça donne, les gens ils serrent les dents la plupart du temps. Ils y vont quand ils peuvent pas faire autrement. Et quand ils peuvent plus faire autrement, souvent il y a intérêt à s'en occuper vite. Merci beaucoup de détailler évidemment ces dossiers d'importance. 13h49. Ma France est sur France Bleu. Autre proposition au cœur de ces 12 thématiques issues de cette consultation, l'éducation. L'éducation, Jean-Luc Mélenchon, et la nécessité de la rapprocher du monde de l'entreprise. Nous sommes avec David Henry, qui est au standard de France Bleu, qui nous écoute sur France Bleu Auxerre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Mélenchon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êt enseignant au lycée professionnel Romain Roland à Clamecy, dans la Nièvre. Et vous avez une question qui est nourrie de votre quotidien pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, j'enseigne en section professionnelle commerce-vente, donc en milieu rural, puisque dans la Nièvre. Alors nous avons mis en place donc des dispositifs dans notre établissement pour favoriser l'insertion dans la vie active de nos bacheliers, mais également pour leur poursuite d'études pour ceux qui veulent continuer. Et d'ailleurs, je les détaillerai volontiers à notre moment, si vous le souhaitez, monsieur Mélenchon, parce que c'est porteur ça a porté ses fruits. Alors moi, j'ai vu dans votre programme que vous souhaitiez notamment rétablir le bac pro en 4 ans, encourager aussi la poursuite d'études. Et j'aimerais tout simplement savoir comment vous souhaitez également valoriser les bacs pro et notamment en milieu rural. Oui. Alors écoutez, vous savez que c'est un sujet qui est une passion chez moi, mais ça rejoint aussi la vision que j'ai sur l'économie. Aucune économie moderne ne peut progresser si elle ne dispose pas des cadres intermédiaires que sont, on va dire pour résumer, en gros, le niveau bac pro. Mais évidemment, on commence avant au CAP, on a besoin de CAP. Alors, souvent, j'entends des choses qui me font mal. On me dit, les diplômes professionnels sont trop loin de la réalité, mais ils n'ont qu'à s'en prendre au permanent du patronat, parce que tous les diplômes professionnels, écoutez-moi vous autres, tous les diplômes professionnels sont faits dans une négociation entre l'État, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers pour être certain qu'on met bien pile dans la cible. Alors, mon idée est qu'on va développer ça, parce que il faut qu'il y ait, je vais pas entrer trop dans les détails parce que je vais me faire gronder, mais par exemple, pas un département qui a 1 kilomètre de côte sans un lycée maritime. Pas un département où il n'y ait pas au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas 1 au moins, centre polytechnique, c'est-à-dire lycée professionnel. Et avec ce lycée professionnel, souvent, nous devons y mettre des internats pour permettre aux jeunes gens d'y venir, et je précise, d'expérience, pour permettre aux familles d'accepter que les jeunes filles aillent à l'endroit où il y a la formation, parce qu'elles vont y être accueillies dans des conditions qui vont convenir à leur idée de la vie. Bon, ensuite, comme j'ai remarqué que la plupart des jeunes gens, en gros, on a 1 an d'écart, il arrive souvent que quand on arrive au bac pro, c'est la 4e année, des fois, il y a un enfant à la maison. Le jeune ou la jeune, ils ont le gamin. Alors, il ne peut pas tout faire, quoi. S'occuper du gamin, aller au lycée, et puis en même temps, travailler tous les soirs et tous les week-ends. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait mettre une allocation d'études de 1 000 € que je destine à tous les étudiants qui étudient et à tous les lycéens professionnels, à la seule condition que leur part d'impôt soit retirée des parents. Oui, donc ils deviennent autonomes. Oui, on ne peut pas avoir tout à la fois. Oui. Donc on fera comme ça. Et ça devrait permettre aux jeunes gens d'étudier dans des bonnes conditions. Je vais vous dire que je trouve lamentable cette espèce d'envolée de l'apprentissage absolument incontrôlée. Ça fait 700 000 postes de travail qui sont évidemment retirés des statistiques du chômage et qui, permettent de dire « Ah, vous avez vu, on a créé des milliers d'emplois ». C'est tellement honteux que même les statisticiens disent « Maintenant, on est obligé de compter ça ». Je voudrais rappeler qu'un tiers des jeunes gens quittent leur contrat d'apprentissage, 25% quittent dans le premier trimestre. Donc, il faut arrêter de croire qu'il existe une formule magique. Il y a plein de formules et le lycée professionnel, qui deviendra le centre polytechnique, est le cœur de mon dispositif pour garantir cette élévation de niveau de qualification d'un mot, d'autant plus nécessaire qu'on va faire la bifurcation écologique. Tout le monde sait que ça veut dire changer les machines, changer les matières premières, donc Mélenchon. Un énorme effort de formation. Merci. Et David Henry, on vous garde près de nous parce que on reviendra évidemment sur ces sujets d'éducation et dès lundi d'ailleurs avec le challenge Jeunes d'avenir pour favoriser justement le rapprochement entre ce monde scolaire et ce monde de l'entreprise. Il est 13h53 sur votre France Bleu.
On a fait un joli tour des préoccupations des citoyens dans cet agenda citoyen, justement, Jean-Luc Mélenchon. Et je voulais terminer cet échange par une rencontre avec ce jeune homme qui s'est installé en studio et qui s'appelle Antoine Lotte, qui a 26 ans, ingénieur dans les logiciels et militant de gauche. Bonjour Antoine Lotte. Bonjour Wendy Bouchard, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Pourquoi vous êtes là Antoine ? Parce que vous publiez notamment un compte d'auteur, ce petit bouquin, Candidat des cons. C'est un petit groupe de jeunes qui ne savent pas quoi faire pour sauver la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'ils se disent Antoine ? Eh ben, ils se disent tout simplement qu'à défaut d'unir la gauche, ils vont diviser la droite. Oui. Et donc, c'est une petite histoire durant laquelle, effectivement, ils vont proposer un faux candidat à droite. Et en espérant donc faire gagner la gauche. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que, au contraire, ce faux candidat, ayant des idées extrêmement extrêmes, c'est le cas de le dire, se retrouve finalement à grimper dans les sondages. Donc ça ne va pas du tout dans le sens qui était prévu, tout à fait. C'est pas un pamphlet, c'est pas un essai politique. Non. Comment vous voulez que les lecteurs reçoivent ce petit ouvrage ? C'est politico-humoristique, on va dire ça comme ça. Oui. C'est une histoire qui est faite pour amener un petit peu à réfléchir, surtout chez les personnes qui se désintéressent désormais de la politique. C'est une façon de faire remarquer que c'est important de reprendre le contrôle de la politique, que le vote est extrêmement important, parce que si justement ce faux personnage, ce candidat d'extrême droite monte autant, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui, par protestation, et non pas forcément par idéologie, mais se retrouvent à voter à l'extrême droite. Donc c'est une manière d'alerter, de dire que c'est extrêmement important d'aller voter, de se renseigner sur les programmes. Oui. Bon moi effectivement je suis déjà un convaincu de M. Vous Mélenchon. êtes un convaincu. Alors j'allais vous demander pour qui vous pourriez voter à gauche. Pour Jean-Luc Mélenchon, voilà. Très bien. Comme en 2017. Oui. Mais effectivement parce que moi je me suis intéressé au programme et je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de gens, notamment dans la France la plus profonde, de vraiment prendre le temps de s'intéresser au programme des candidats. Est-ce qu'il y a un personnage qui se rapproche de Jean-Luc Mélenchon dans ce petit livre-là, Candidat des cons ? Il y a effectivement un personnage, mais je vous dirai pas le. Quels sont ses traits de caractère ? Allez-y. Je laisserai le soin aux lecteurs. Le caractère est un grand sujet. Ça, oui, mais vous avez remarqué, je n'ai pas posé de questions sur votre caractère aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu vous répondre ? En plus, de surcroît, je vous ai dit simplement en forme et galvanisé. Voilà ce que vous nous dites en avant-propos, Antoine Lotte. Si vous êtes de gauche, pas de problème, vous êtes la cible de ce livre, vous devriez rigoler. Si vous êtes de droite, modéré, peut-être vous sentirez-vous offensé, sauf si vous avez de l'autodérision. Quoi qu'il en soit, je vous présente mes excuses. Si vous êtes d'extrême droite et que vous avez acheté ce livre, sachez qu'il ne sera pas remboursé. Voilà, c'est une manière aussi d'alléger avec un petit peu d'humour cette campagne. J'ai une petite pensée quand même pour la droite modérée parce que c'est un petit peu compliqué pour eux actuellement d'être face à la droitisation de la droite, c'est comme ça que j'appelle ça. Je me dis quand on est modéré, quand on voit que malheureusement dans la droite modérée, on aime bien flirter avec les idées d'extrême droite, je pense à eux et je me mets à leur place et ça doit pas être très évident effectivement. Alors, votre choix est fait et à qui ? Bon, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on sait que vous avez un lien particulier avec cette jeunesse. Vous êtes notamment très très présent sur les réseaux sociaux. C'est aux jeunes qui pourraient s'abstenir que vous concentrez aussi vos efforts pour cette dernière séquence. Ouais, mais je fais pas de jeunisme. Voilà. Bon, la jeune génération, elle m'intéresse pas seulement parce que ce sont des électeurs, mais c'est parce que c'est eux qui ont la sensibilité le plus à vif du futur. Et c'est une génération qui a beaucoup changé par rapport à celle que j'ai connue en les années 90, qui était complètement hallucinée par le néolibéralisme. Ils voulaient tous être traders. J'allais dans une grande école, il y en avait un qui venait me voir à la sortie tout rouge et en se cachant pour me dire « moi je suis avec vous ». Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. La jeunesse d'à peu près tous les milieux sociaux comprend qu'il y a des biens communs. Et à partir du moment où vous comprenez qu'il y a des biens communs, vous avez mis le doigt dans l'engrenage du collectivisme. C'est-à-dire, puisque c'est commun, alors ça appartient à tout le monde, alors comment on s'en occupe ? Mais ce que je voudrais dire par rapport d'abord à l'humour, qui est vital, pratiquement je pratique beaucoup l'autodérision pour garder la capacité de réaction. Oui. Mais voyez-vous ce qui est arrivé à la droite ? Je vais vous reprendre que sur ce mot-là. Il leur arrive ce qui leur arrive parce qu'ils ont cédé. S'ils avaient tenu bon à combattre l'extrémisme, parce qu'il ne faut pas croire parce qu'on est de droite, on est un fasciste, c'est pas vrai ça. Mais ils ont voulu... vous en rassurez quelques-uns, alors. Merci ils veulent pour faire les malins. La droite. Et alors ils en rajoutent parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'on va avoir des voix. Le contraire, fallait pas lâcher prise. Et regardez comment nous on a fait. Quand nous on a compris qu'il n'y avait plus rien à tirer de la gauche traditionnelle, on a dit on recommence tout à zéro, à partir d'un programme. Et vous voyez comment ce jeune homme et moi, nous ne nous connaissons pas, on ne s'est jamais vu avant.
je suis certain qu'on commence la discussion, on vous dit la même chose. Merci beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut construire. Jean-Luc de Mélenchon. l'adhésion à des idées, pas seulement de la détestation. Il reste 16 jours avant votre premier tour, chers auditeurs, le 10 avril. Merci Antoine Lotte, candidat des cons. Merci beaucoup. Ce petit ouvrage. Et merci Jean-Luc Mélenchon pour ce Tour de France. Un exemplaire avec grand plaisir. Merci. Ah bah oui, merci. Donc, Et à tout de suite pour ça me l'info. fait marrer, alors c'est utile en ce moment. Hein.